Vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Comme tous les vendredis soirs sur RTL, on débriefe l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies et donnent leur point de vue sur les débats qui nous animent. Avec nous ce soir, Louise Eklund, freelance journalist. Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Thor Keller, Europakorrespondent für Information. Juan José Dorado, periodiste espagnol. bonsoir, merci à tous les quatre d'être là. On ira donc en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et en Espagne. Au programme ce soir, la semaine de 4 jours payés 5. Emmanuel Macron qui suspend sa candidature à 2 crises, le Covid et l'Ukraine. Le jubilé d'Elisabeth II. On se demandera si les Français sont les seuls à être aussi fans de la reine d'Angleterre. Et puis les crêpes, cette saison, vous nous direz si c'est vraiment une spécificité française. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, figurez-vous qu'il est désormais possible d'assister à son propre enterrement. C'est très sérieux, voilà le programme. Ils refont la France, épisode 24, c'est parti. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Et pour commencer, on parle donc travail. La cifra de la semana. Le chiffre de la semaine. Notre chiffre ce soir, c'est 4. 4 comme la semaine de 4 jours qui séduit de plus en plus ici en France. Même le patron de Total y songe. Certaines grandes organisations patronales dont on est proche nous regardaient du coin de l'œil il y a quelques mois quand on s'exprimait sur ce sujet de la semaine de 4 jours. Et finalement, c'est parmi leurs plus grands adhérents aujourd'hui qui se disent mais finalement, est-ce que c'est pas un sujet qu'on devrait aller regarder pour pouvoir justement cultiver la désirabilité de nos entreprises ? Travailler 4 jours au lieu de 5, est-ce que c'est très français ça, Birgit ? Je pense que débattre sur le temps de travail, c'est assez français. Ouais. Déjà, on connaît ça depuis les 35 heures. Et aussi de l'organiser au niveau national. Après, en Allemagne, il y a ce débat aussi. Il y a des entreprises qui tentent ce genre de choses, qui tentent les 4 jours ou les 28 heures. Volkswagen qui l'a essayé, mais l'a abandonné. Mais je pense l'envie de réduire le temps de travail, ça c'est pas que français. Juan José, chez vous, l'expérimentation, elle existe, 4 Oui. jours de travail par semaime. Tout à fait, parce que débattre c'est bien, le faire c'est encore mieux, comme on dit souvent. Donc en Espagne, le gouvernement cette année 2022 a prévu donc budget de l'État 50 millions destinés à faire cette expérimentation. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Donc entre 200 et 400 entreprises font cette expérimentation entre 3 000 et 6 000 salariés. Et l'idée, c'est de travailler au lieu des 40 heures, travailler 32 heures, donc sans perdre du salaire. Ça, c'est l'idée. Donc le salaire reste le même. Sinon, depuis l'année dernière, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà entamé ce travail et il y a notamment Desigual qui est une chaîne de mode de vêtements des vêtements espagnols qui a proposé à ses salariés de l'unité centrale, 500 salariés à Barcelone, de passer des 40 heures aux 32 heures avec une petite perte de salaire qui est compensée la moitié par la société, l'autre moitié par une perte des salaires de 6%. Donc effectivement, il y a différents types d'expérimentations qui sont faites en Espagne et effectivement, de façon générale, apparemment, ça plaît effectivement aux salariés de travailler moins en gagnant ou un tout petit peu moins ou la même chose. Ou au moins autant. Louise, les Français ont un rapport particulier au travail ou pas ? Moi, je dois dire, quand je suis arrivée en France, j'étais frappée par les pauses. C'est-à-dire qu'on fait une pause cigarette toutes les heures. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était terrible. Je me dis, mais comment tu peux faire ? Parce que tu rentres dans le travail, t'es dedans, et puis ensuite, quelqu'un passe et dit... Bon, on se fait une petite pause. Mais c'est sympa la pause café, non ? Non, mais la pause café, c'est super. Mais... Et puis, je trouvais qu'on te culpabilisait si tu partais à 17h, quoi. Parce qu'on te disait, ah oui, non, mais la journée se termine à 20h en France, quoi. Non, j'ai des enfants, j'ai envie de rentrer tôt. Et si j'ai fini mon travail, je rentre. Ça aussi, c'est un truc qui vous a frappé, Thor, quand vous êtes arrivé en France. Vous, le Danois, travaillez comme ça ? Tout à fait, parce que chez nous, il y a quelque chose qui s'appelle l'après-midi. Et l'après-midi, ça n'existe pas en France. Donc, c'est chez nous... Chez vous, on travaille jusqu'à quelle heure ? Chez nous, on travaille entre 8h30 et 16h30. Donc, et on fait un poste de 30 minutes le midi. Donc ça, c'est une grande différence. Et ça veut dire que tu peux aller chercher tes enfants, tu peux être ensemble avec tes enfants l'après-midi. Et ici, cette idée de 20h, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup surpris.
Mais il y a une tendance de fond, je trouve, parce qu'en ce moment, depuis la crise, on a tous, c'est mondial, j'ai l'impression, on a tous envie de passer plus de temps avec nos chers et tendres, de rentrer plus tôt. Et cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, on prend du plaisir à le retrouver. Et c'est né de ça, je pense aussi, cette envie de travailler moins de jours et avoir 3 jours de week-end. Alors, je ne m'avance pas trop, mais je pense que vous ne serez jamais des correspondants de presse étrangère en Espagne. Parce que nous, on a l'après-midi et on a inventé la sieste. Oui. Donc, on travaille jusqu'à 14h, on mange, on va faire la sieste, et puis on reprend parfois à 17h et on termine à 20h, voire 21h. Donc, c'est mal parti pour vous en tant que correspondant là-bas. C'est incroyable, effectivement, les différences qui existent. Et même que maintenant en Espagne, je parlais de cette semaine des 32 heures, mais c'est vrai que nous, on a l'habitude de terminer à 7h les soirs. Bon, peut-être parce qu'on enchaîne le soir aussi. Mais après, vous dînez tard et c'est aussi dans les pratiques. Alors, quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'on entend très souvent dire les Français travaillent moins, ils ont plus de vacances que les autres, etc. Je me suis amusée à regarder. Vacances, c'est vrai. Alors, non mais attendez. Plus de vacances, c'est vrai. À l'arrivée sur l'année, par exemple, tiens, on travaille 1511 heures en France, contre vous savez combien en Allemagne, soi-disant les grands travailleurs parfaits 1383 chez vous. 200 heures de moins sur l'année, Birgit. Oui, je pense qu'il y a des études qui disent ça, effectivement. Ça, c'est des chiffres de l'OCDE et Eurostat, alors c'est pas moi. Oui, mais il y a ce décalage, en fait, entre, d'un côté, on a les 35 heures, effectivement, de l'autre côté, on ne les tient pas, soit on fait des heures supplémentaires, soit on fait des journées très, très longues, effectivement, jusqu'à 20 heures, et après, on prend les 35 heures. Ce que je veux dire, c'est que c'est un préjugé qui a la vie dure, finalement. Je pense que c'est un préjugé. Préjugé aussi, les Espagnols travaillent plus que les Français et on fait la sieste. Alors l'Espagne, vous êtes très au-dessus. Vous êtes à 37,7 heures par semaine, 37,3 heures par semaine en France. Les Britanniques, 36,5. Et alors vous, les Danois, vous êtes très en dessous, 33,2 heures par semaine. Ils ont tout compris, les Danois, non? Et je pense qu'il y a une explication de ça, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de Danois, des Danoises qui travaillent à mi-temps ou qui travaillent 30 heures. Donc c'est normal pour nous que le travail c'est 37 heures, mais il y a pas mal de gens qui ont déjà fait cette expérience de travailler un jour, 2 mois, et c'est pour ça qu'on est là. Et ça marche chez vous? Enfin, ça m'intéresse. Oui, ça marche parce que ça fait une meilleure. On est plus heureux. On est plus heureux. C'est les Finlandais pour le moment qui sont jugés le plus heureux, mais on a déjà gagné les titres plusieurs fois. Et je pense que ça fait partie de ça. Louise était frappée par les pauses. Vous, Birgit, vous étiez frappée par ces RTT. C'est RTT parce qu'on ne connaît pas ça, bien sûr, en Allemagne. Et effectivement, je connais des personnes qui, en plus, leurs 30 jours de vacances par année, ont 5 encore... semaines, oui. Je sais pas, 20 jours de RTT, donc ça fait une belle année en fait au final. 20 jours de RTT, ça fait beaucoup quand même. J'exagère peut-être un petit peu parce que je suis tellement jeune. Nous on n'a pas d'RTT donc ça va. Bon allez, on va faire une petite pause. Dans un instant, on va parler tout autre chose. Covid, Ukraine et présidentielle. Et oui, il y a un lien entre tout ça. Tout de suite sur RTL. RTL, Sie erfinden Frankreich neu. ils refont la France. With Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. 19h27 sur RTL, deuxième partie d'Ils refont la France. Et avec nous ce soir toujours Louise Eklund, Birgit Holzer, Juan José Dorado et Thor Keller. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. À partir du 1er février, le Danemark, à nouveau, est totalement ouvert. Complètement ouvert. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue à la vie d'avant le corona. Là, je vois le sourire de la première ministre danoise qu'on vient d'entendre. Votre sourire aussi sous votre masque, Thor. C'était en début de semaine, le Danemark, lors de la levée des restrictions dans le pays. Ici, il va falloir un peu patienter, on le sait, même si depuis mercredi, le masque en extérieur n'est plus obligatoire. Même chose pour le télétravail. Ça a été vraiment la libération chez vous, Thor, au Danemark cette semaine? Oui, j'ai vu le jeune dans le bar en train de boire des bières jusqu'à 23h. Et à 23h, c'était permis de laisser tomber le masque. Finalement, on a vu le gens en train de sourire, de sourire. C'était vraiment très, très journée de la soirée de liberté pour eux.
Et oui, il y avait beaucoup de pression pour faire ça. Donc finalement, c'est la population qui a fait pression sur les pouvoirs publics chez vous. La population, c'est l'opposition et finalement le gouvernement aussi et le développement de la pandémie qui a fait que c'était possible de faire ça. Louise, chez vous aussi, il y a plus de restrictions, mais les Britanniques restent quand même prudents. Oui, c'est assez drôle. J'en ai parlé à mes parents. Ils commençaient à me dire, attends, peut-être il a fait trop vite, Boris Johnson, justement. Donc nous, en France, on se dit, est-ce qu'on est à la traîne ? En Angleterre, on se dit, mais est-ce qu'on l'a fait trop vite ? Et du coup, il y a beaucoup de boutiques en Grande-Bretagne qui obligent les clients et ceux qui travaillent dans ces magasins à garder le masque. Il y a plusieurs endroits où j'ai vu les masques, c'est obligatoire toujours, parce que on veut rester quand même un petit peu prudent. Boris Johnson, il prend un peu moins soin de ses citoyens que la France, je trouve, en tout cas. Birgit, comment on juge ça en Allemagne, cette vent de libération au Danemark ou en Grande-Bretagne, quand on regarde ce qui se passe en France ? Je pense qu'on est un peu surpris parce qu'on voit les chiffres en même temps. Là, ça commence à descendre, mais en France notamment, on a décidé de lever certaines mesures à un moment où il y a vraiment des chiffres très très élevés. En Allemagne, on est un peu à la traîne en fait. On n'est pas encore au pic et on parle de lever certaines mesures, peut-être en mars. Donc peut-être il y a un côté, il y a de plus en plus de pression sur le gouvernement parce que justement on regarde ce que font nos voisins et on se demande mais pourquoi nous c'est toujours le télétravail ou le masque, mais en même temps on est surpris de voir que en fait les décisions se font plus en parallèle de l'incidence ou de ce qui se passe dans les hôpitaux. Juan José, en Espagne, il y a encore des restrictions. Le masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir de la semaine prochaine. Ça a été annoncé aujourd'hui. Mais alors, chez vous, la particularité, c'est que le gouvernement est vraiment dans l'après. Tout à fait. Le gouvernement espagnol, depuis plusieurs semaines, étudie donc la possibilité de passer à considérer une pandémie comme une maladie endémique, c'est-à-dire comme une grippe saisonnière, et se prépare à ça. C'est vrai que les structures sanitaires espagnoles le permettent. Et puis, les mesures, effectivement, la pression sur les gouvernements n'est pas si forte comme en Allemagne, parce que tellement décentralisé est l'Espagne que c'est les gouvernements autonomes qui décident. C'est chaque région qui décide et donc, en fonction de la situation. Aujourd'hui, c'est l'Aragon qui a décidé d'ouvrir pratiquement ses portes en gardant le masque à l'extérieur, mais d'autres régions le laissent tomber. Donc, mais comment vous jugez du coup ce qui se passe ici en France, où ça se fait par étapes ? Bon, déjà, la France est un pays centralisé. Donc, tout est centralisé à Paris. Tout est décidé à Paris. On ne tient pas compte de la situation dans les régions. Et toutes les régions ne sont pas pareilles. Ça, on le sait, on le dit, on le répète, mais apparemment, c'est comme ça. En France, c'est centralisé. Et puis, on est toujours à la traîne quand même en France. On n'anticipe pas la suite. On n'anticipe pas. Là, j'ai été très, très surpris quand on a appris en France que l'Espagne étudiait la possibilité, effectivement, de traiter le Covid comme une grippe, l'étudier ou l'analyser ou la prévenir comme si c'était une grippe. Et les Français étaient surpris. Et je me disais, mais vous devriez, depuis plusieurs semaines, travailler là-dessus aussi. Parce que d'ailleurs, ça a été une recommandation de l'OMS à un moment donné. Alors, pourquoi la France est toujours en retard ? Parce que les centralistes, j'en sais rien, mais il l'est toujours. Alors Emmanuel Macron a expliqué cette semaine qu'il attendait de passer le pic du Covid et de l'Ukraine pour se déclarer candidat. Vous dites quoi ? C'est malin, Birgit ? Je pense que c'est malin. Je pense qu'il n'a pas intérêt à se déclarer très très tôt parce que de toute façon, on sait qu'il sera candidat. Il se montre aussi comme homme de la situation. Comme il a dit, il réforme jusqu'au dernier quart d'heure, même si c'est pas vraiment vrai parce que là, il n'y a plus beaucoup de réformes en cours. Mais ça va être une campagne très très courte. Et effectivement, quand je compare, c'est ma 3e campagne en France que je suis et il y a beaucoup moins d'intérêt ici en France, je pense, mais aussi en Allemagne pour cette campagne parce que d'un côté, on a l'impression un peu que c'est déjà joué d'avance en fait, et de l'autre, on attend quand même un peu le dernier candidat officialisé à sa candidature. J'ai regardé les autres présidents sortants. Ils ne se sont pas déclarés tant avant que ça. 31 jours avant le premier tour pour De Gaulle en 1965, 55 jours avant pour Valéry Giscard d'Estaing en 81, un
un mois seulement, 32 jours en 88 pour Mitterrand. Jacques Chirac, lui, c'était 69 jours avant le premier tour, 66 jours pour Nicolas Sarkozy en 2012. Finalement, c'est une tradition chez nous, Thor, presque, pour un président sortant. C'est ce que font les présidents français. Ils font toujours comme ça, donc c'est pas une grande surprise qu'ils jouent sur le fait qu'il est le président de la République. C'est un des meilleurs atouts qu'il a, donc bien sûr, il va jouer sur ça. Pour les Anglais, il n'y a aucun doute. Non seulement il sera candidat, mais il sera réélu, Louise. Oui, The Economist dit qu'il a 79% de chances d'être réélu. Donc, il n'y a pas de suspense là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va se présenter. Là, il est dans l'action. Il s'occupe du 5e vague de Covid. Il est sur la une de tous les journaux du monde entier, puisqu'il va partir en Russie et en Ukraine. Donc, enfin, c'est l'homme de l'action, quoi. Donc, Macron, il est partout. Et les autres sont en train de préparer des meetings. Donc voilà, il aime bien jouer avec ça, à mon avis aussi. Juan José, il peut faire quelque chose face à la crise en Ukraine ? Il peut aider à trouver une solution. Je ne sais pas si à court terme ou à long terme. Il le peut, parce que c'est quelqu'un qui est très volontariste, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui a de la force politique. Donc oui, je pense qu'il peut effectivement arriver à aider à trouver une solution. Mais après, par rapport à la campagne électorale française, ce qu'il est en train de faire, ça quand même, j'ai des doutes sur la valeur démocratique de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire ? Tout simplement, c'est le président qui ne sait pas s'il va se présenter, c'est ce qu'il dit, hein. Il répète constamment quand on lui pose la question. Il en a très envie. Il a très envie. Mais on vient d'apprendre qu'il a déjà 529 parrainages. Eh bien, ça bouge chez lui. Et puis, ça fausse complètement le débat. Ce n'est pas parce qu'il va... tout le monde sait qu'il est candidat. Parce qu'on ne peut pas débattre avec lui. C'est ça. Et ça on vous ne peut choque, pas débattre. Et ça fausse le débat. Je ne parle pas de l'opposition, des autres candidats, mais par rapport aux Français, par rapport à ceux qui doivent voter, par rapport à ceux qui veulent l'entendre sur un certain nombre de sujets autres qu'est l'Ukraine, autre qu'est la crise du Covid. C'est-à-dire qu'il n'est pas disponible, c'est ça, pour débattre ? Il n'est pas disponible pour débattre avec les Français. Thor ? Oui, je pense que les médias français doivent le traiter comme un candidat pour les présidentielles. Ils ont arrêté cette fausse mystique, etc., et le traiter comme les autres. Vous disiez, Birgit, vous avez couvert plusieurs campagnes, vous disiez, d'habitude, je les trouve toujours interminables, très très longues. Là c'est moins le cas. Oui, effectivement. Là, cette campagne est quand même commencé tôt, parce qu'on parlait tôt de cette campagne. Non, on parlait depuis le début de l'automne de Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc. Mais en même temps, ça s'est un peu ralenti d'une certaine manière, et là, on est à l'attente, en fait. Vous parlez de la drôle des guerres, et là, c'est une drôle des campagnes. On sait tous qui sont les candidats, déclarés ou pas déclarés, mais on n'arrive pas à organiser un débat entre eux. Donc, façon qui se défausse par rapport au premier débat. Marine Le Pen qui dit que j'irai pas non plus. Il manquait que Mélenchon nous dise maintenant, mais moi non plus j'y vais pas. Allez. Non, mais c'est vrai. C'est quoi cette campagne ? Alors, elle est commencée, oui, mais c'est une drôle des campagnes électorales que je pense nuit à la vraie démocratie telle qu'on l'entend. Un mot, Thor ? Moi, je veux juste dire un mot sur l'Ukraine. C'est aussi que il a quand même un rôle très important dans cet enjeu en Ukraine. C'est qu'il n'est pas les États-Unis, donc il n'est pas dans la confrontation avec la Russie ou même dans la même façon que les Américains. Donc là, la France a vraiment un rôle très important à jouer. Le médiateur, faire de la diplomatie, au moins. Mais vous y croyez vraiment ? J'ai été surpris avant. Les formats Normandie n'a pas marché. Pardon ? Les formats Normandie en Ukraine, qui est une invention française. Franco-allemande. Franco-allemande, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Il peut sauver cette crise, vu d'Allemagne, Emmanuel Macron ? Vu d'Allemagne, en fait, on compte sur lui parce que le chancelier allemand, il va aussi en Ukraine et en Russie une semaine plus tard, mais il ne se montre pas comme homme fort. Donc, je pense que c'est important, effectivement, d'avoir une autre force que les États-Unis et la Russie, et en essayant d'avoir un poids diplomatique pour l'Europe. Après, est-ce qu'il peut réussir ? Ça, c'est vraiment difficile face à Vladimir Poutine. L'homme de la semaine. J'ai fait l'objet d'un certain nombre de menaces sur les réseaux sociaux, par messages privés, par appels malveillants. Et donc on a impérativement voulu me faire taire après le reportage, mais aussi avant le reportage. Et je dis aux islamistes qui cherchent à nous faire taire parce que nous les dérangeons que je ne me tairai pas.
Je ne me tairai pas. C'était cette semaine sur RTL. Amin El-Bailly, ce juriste placé sous protection policière depuis qu'il a témoigné dans le documentaire de Zone Interdite sur l'islam radical à Roubaix. C'est aussi le cas de la réalisatrice et d'Ophélie Meunier qui présente cette émission sur M6. Il n'y a qu'en France qu'on en arrive là, que des journalistes ou des témoins se retrouvent comme ça sous protection policière. Louise ? Non, c'est un gros problème en Grande-Bretagne aussi. Et puis l'année dernière, Boris Johnson a donc mis en place un plan pour protéger donc les journalistes. C'est tout nouveau pour nous. Ça a commencé l'année dernière. C'est en soutien par la police d'ailleurs. Et en fait, ils vont former les journalistes à se protéger. Ils vont aussi demander à Facebook et Twitter et d'autres réseaux sociaux de protéger les journalistes davantage. Quand il y a une alerte ou un problème sécuritaire, ils demandent aux réseaux sociaux de réagir très rapidement. Donc c'est quelque chose qui est mis en place. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver les infos pour savoir si les journalistes se sentent protégés, mais en tout cas, il y en a 4 sur 5 selon un sondage qui était réalisé l'année dernière en novembre qui se sentent menacés, harcelés. 4 journalistes sur 5 en Grande-Bretagne. Ouais, donc c'est très important. C'est de la menace, c'est de l'harcèlement. Et puis ça va plus loin. D'ailleurs. Oui, on a des politiques qui sont sous la protection de la police. Et au Danemark, on avait aussi... Des politiques, mais pas des journalistes, si ? Aussi des journalistes. Et il y a un cas très connu, c'est Jyllands-Posten qui a publié les caricatures. Donc ça veut dire que la rédaction est complètement protégée. Il y a de doubles portes pour entrer. C'est vraiment c'est une forteresse. Donc on a dû faire ça aussi au Danemark. Donc ça existe aussi. Vous évoquez les caricatures. On se souvient de l'élan qu'il y avait eu après le massacre à Charlie Hebdo ce matin. 160 personnalités signent justement une tribune dans le Figaro regrettant le manque de réaction de la profession de journaliste. Où est l'esprit Charlie, se demande-t-il. Faut-il s'habituer à voir des journalistes placés sous protection pour avoir enquêté dans leur propre pays, Juan Rosé ? Malheureusement, nous avons l'habitude. En Espagne ? Parce que nous avons eu le groupe terroriste ETA qui a menacé, qui a séquestré, qui a blessé des journalistes qui ont été sous protection policière, parfois des mois, parfois des années. Des journalistes qui ont dû quitter le Pays Basque ou la Catalogne pour aller dans d'autres endroits, voire à l'étranger en tant que correspondants. J'en ai connais quelques-uns en France qui ont été envoyés en tant que correspondants à Paris pour les éloigner justement du Pays Basque et des menaces de mort qui couraient sur eux. Donc c'est un problème qu'on connaît malheureusement. Mais vous avez l'impression qu'ici en France, quand on parle islamisme, ça suscite plus de débats, plus de tensions qu'ailleurs ou pas ? La différence avec vous, chez nous, c'est que ça n'a jamais été à cause du débat autour de l'islam, de l'islamisme radical. Ça a été à cause de l'indépendance de la Catalogne, à cause de l'indépendance du Pays Basque. Mais l'islam n'a jamais été le déclencheur des menaces, des morts contre des journalistes, au moins de façon généralisée, comme ça a été le cas par le passé avec le terrorisme, par exemple. Juste un mot, Birgit, en Allemagne, parler d'islamisme, c'est plus facile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui, c'est moins tendu qu'en France, je pense. Et effectivement, on a vu aussi les réactions à cette enquête sur Roubaix, en fait, où que certains se sont sentis aussi mal cités ou mal présentés. Effectivement, je pense que dès qu'on parle d'islam et d'islamisme, en France, il y a une réaction très forte et c'est très clivant. Vu du Danemark, c'est le cas aussi ? On a cette impression-là ? Oui, en fait, moi je trouve que c'est très important de voir la différence entre l'islam et l'islamisme. Bien sûr, donc, ça n'a rien à voir et on est bien d'accord. Donc on a eu chez nous beaucoup de problèmes avec l'islamisme et l'islamisme militante, mais on n'a pas eu de problème avec des musulmans. Mais j'allais vous dire, en France, il n'y a pas de problème avec les musulmans. Ouais. C'est avec les islamistes. Je trouve que c'est très important parce que dans les débats, et particulièrement dans une campagne présidentielle comme là qu'on est dedans maintenant, il y a un mélange de tous ces trucs-là. Donc, bien sûr, moi, je suis 100% d'accord pour condamner totalement les menaces contre les journalistes. Je trouve ça très, très, très grave. Il faut les protéger. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Allez, 19h43 sur RTL, vous restez avec nous. Dans un instant, tiens, on va sourire un peu. Allez. Avec un anniversaire, petit indice. Au premier rang, le duc d'Édimbourg. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud.
Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. 19h45 sur RTL, on est ensemble jusqu'à 20h. Troisième partie d'Ils refont la France avec nous ce soir toujours Louise Ekland, Birgit Holzer, Juan José Dorado et Torquay. The Woman of the Week. La femme de la semaine. Mais pas Louise. Queen, c'est la reine. Ah bah oui. L'hymne du Royaume-Uni où on s'apprête à fêter donc le jubilé de la reine, 70 ans de règne. Pas de grande fête dimanche puisque ce 6 février est un jour de deuil pour la famille royale. C'est le jour de la mort du roi George VI. Louise, vous êtes d'accord avec moi, les Français adorent la reine. Tout le monde adore la reine. Mais vraiment, tout le monde adore la reine. Et ça a été popularisé par la série sur Netflix qui s'appelle The Crown. Mais oui, mais et le monde entier. Ça date d'encore avant, cette fascination des Français pour la reine. Encore plus. C'est-à-dire, oui, on a toujours été fascinés par cette femme qui est mère, grand-mère, reine à la tête du pays, qui n'a jamais failli à son devoir, qui est stoïque, qui a toujours le bon mot, qui est... Enfin, vous voyez que j'adore la reine aussi, mais c'est vraiment ma reine. Je pense je pense que même si t'aimes pas la famille royale, la monarchie, t'es en admiration pour cette femme. Juan José, chez vous aussi, on les adore ou c'est les Français qui adorent la reine ? Alors, nous, on est obligé d'adorer. Vous avez une famille royale. La famille britannique, royale britannique. Obligé, parce que comment ça ? Pourquoi obligé ? Parce qu'on aurait pu, nous, fêter peut-être les 50 ans du roi Juan Carlos, mais il a abdiqué. Il est parti en Arabie Saoudite. Donc, ça va être compliqué. Ah oui. Donc, c'est vrai que chez nous, une partie de la population adore la monarchie espagnole, mais l'autre partie la déteste. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais les Français, ils l'aiment plus que les autres ? Oui, certainement. Ah oui, certainement. Là, vous êtes fasciné parce que vous avez coupé la tête des rois et des reines depuis je ne sais pas combien de temps. Comment ça, on est une monarchie ? On n'est plus. C'est une vraie monarchie. Vous ne voulez pas le reconnaître. Mais la République, c'est 250 ans, allez. Mais vous avez toujours été monarchie. Et d'ailleurs, quand on parlait d'une République monarchique, c'est vous, c'est la France. Vous avez tout dit monarchie. Tort, les Français sont plus fascinés par la reine Elisabeth que ne le sont les Danois ? Oui, parce que nous avons notre propre reine. Vous aussi, vous avez votre propre reine, oui. Et elle n'a pas abdiqué. Et elle ne va jamais abdiquer, il vient de le dire. Donc elle va y rester, même après la reine Elisabeth, peut-être. J'ai eu des milliers de questions sur la reine. Mais on est très fascinés. On est très fascinés aussi. Birgit, les Allemands Nous aussi, c'est notre point commun avec les Français. On adore la reine aussi. Absolument. Et la monarchie britannique en général. Bon, restez branchés sur RTL parce que tout le week-end, on vous emmène justement outre-Manche à l'occasion de ce jubilé. Ce week-end, vous ferez aussi peut-être des crêpes. Tout le monde m'appelle Beaufred, je fais des crêpes et des galettes de... Bah oui, c'était la Chandeleur mercredi. Est-ce que ça existe aussi chez vous ? Birgit, on fait des crêpes ? On fait des crêpes, des crêpes sucrées, mais pas du tout pour le... Pas pour la Chandeleur ? Non, pas du tout. Juan José ? Ça existe, ça s'appelle la Candelaria, mais on ne fait pas des crêpes, on fait un barbecue. Un barbecue, mais pourquoi ? Oui, parce que la Candelaria, c'est la patronne, la Vierge patronne des îles Canaries. Et là-bas, à cette époque-là, on fait du chorizo, de la viande, et c'est tellement beau. Mais vous savez, les crêpes, c'est une invention à vous. C'est pas français. Du tout espagnol. Moi, quand j'étais gamin, je ne connaissais pas les crêpes. J'ai découvert les crêpes quand je suis arrivé en France. J'ai dit, c'est quoi ce truc bizarre, rond, qui est fait dans les rues comme ça ? Non, c'est vous. Tort, chez vous, on fait des crêpes. Mais pas la Chandeleur. Mais pas le Chandeleur. Et j'avais déjà l'impression que vous mangez des crêpes toute l'année. Donc, non. Ça va pas changer grand-chose. C'est les touristes. Il y a des jours. Oui, en Bretagne, on peut. Bon, ceci dit, on peut en manger tous les jours. Louise, au Royaume-Uni, il y a aussi un jour des crêpes, mais c'est pas la Chandeleur. Oui, ça s'appelle Shrove Tuesday, d'accord ? Donc c'est le jour précédent, le mercredi des cendres, qui marque le début du carême, d'accord ? Donc on mange des crêpes ce jour-là, parce que pendant le carême, on se prive de pas mal de choses, la viande, des œufs, du lait, des choses grasses, etc. Et donc ce jour-là, on mange des crêpes. C'est la même recette, j'étais chercher. La même recette qu'en France. Mais c'est pancake. Non. Ah bon ? La crêpe toute fine ? Ah bon ? Pancake, c'est américain. Crêpe, c'est français. Il y a des pancakes anglais qui sont pareils que les pancakes français. Mais les Américains mettent de la levure dedans et c'est ça que tu manges. Qui fait gonfler, exactement. Donc c'est pas la même... Attention, les Américains et les Anglais, c'est pas la même chose. Donc, non, je me dis ça. On ne va pas faire d'impair. Donc du coup, vous, c'est d'ici la fin du mois de
février. C'est le 1er mars. Le 1er Donc mars. moi, je fais le chanteleur et le 1er mars. Et double dose de crêpes. Et Allez. puis, je vais en Bretagne pour manger des crêpes aussi. Tiens. On marque une toute petite pause dans un instant. C'est l'idée qu'on pourrait leur piquer avec une révolution ou pas d'ailleurs. Tiens, il est désormais possible, figurez-vous, d'assister à son propre enterrement. À tout de suite. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Dernière partie d'Ils refont la France. Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée La idea qu'on pourrait leur piquer. que podríamos copiarles. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas, on le précise bien sûr, décliner ici en France. Pour commencer, la Corée du Sud pour suivre une thérapie carrément macabre. Oui, ce programme s'appelle la mort heureuse. Alors, il s'agit de participer donc à votre propre enterrement, mais vivant. Plus de 50 000 Coréens en ont déjà fait l'expérience en 20 ans. Le but, c'est de redonner goût à la vie et de prévenir le risque de suicide. Tout commence par une cérémonie où vous rédigez votre testament, puis vous suivez une procession jusqu'au cimetière. Enfin, il faut s'allonger dans un cercueil qui se referme. Ça, c'est le bruit du marteau, Ça, c'est le bruit du ferme marteau qui ferme le cercueil. Voilà. 15 minutes plus tard, rassurez-vous, vous en ressortez. Et d'après les participants, c'est une renaissance. La thérapie fonctionnerait si bien que des entreprises comme Samsung ou Hyundai y envoient leurs salariés. C'est donc très sérieux. Exactement. 2e initiative avec cette fois des timbres en Angleterre. Oui, rien de très original a priori, vous allez me dire. Sauf que ce sont des timbres nouvelle génération. À côté du portrait d'Elisabeth II, Louise, il y aura maintenant une sorte de QR code. L'objectif, c'est de connecter la lettre physique au monde numérique en scannant le timbre via l'application Royal Mail, excusez-moi. Les Britanniques pourront accéder à des vidéos de Shaun le mouton. Mais pourquoi Shaun le mouton? C'est une série d'animation made in England, très populaire apparemment. Alors avec je connais, mais vous ne connaissez pas Shaun le mouton? Moi je connaissais pas Shaun le mouton. Shaun the sheep. Moi je connais Babe et voilà. C'est un cochon. C'est un cochon. C'est un animal. Bon bref, avec cette touche de modernité, le groupe postal espère se relancer parce qu'en France comme au Royaume-Uni, on s'envoie de moins en moins de courriers. Et d'ailleurs, ces timbres 2.0, ils seront les seuls valables à partir de fin janvier 2023. Et peut-être qu'un jour, on pourra poster chacun son propre message avec son timbre, pourquoi pas. Oui, alors, il y aura plein de services qui sont promis. On ne sait pas encore très bien, mais voilà. Pour l'instant, c'est Shaun le mouton. Vous choisissez quelle initiative, Louise? L'initiative du... est-ce que tu peux le reprononcer? Royal Mail. Le Royal Mail. Le Royal Mail. Thor. Moi aussi, le Royal Mail, j'aime pas trop être enfermé et beaucoup moins dans un cercueil. Donc, non, l'horreur. C'est clair. Birgit. Après, tout est bon pour de redonner goût à la vie. En fait. Ça, oui, si ça fonctionne. Il faut savoir que la Corée du Sud, c'est le taux de suicide le plus important. C'est 24 suicides pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus important de l'OCDE. Et donc, ils font tout pour prévenir les suicides. Des mesures radicales. Voilà, absolument. Rosé. Je garde les timbres parce que c'est quand même une idée assez macabre de rentrer dans son propre cercueil. Et en plus, t'es fait enfermer, mais vraiment enfermé. Non, attends. Tu sais, au Moyen-Âge, on enfermait donc, les gens dans les cercueils et on laissait quand même une cloche au cas où il n'était pas vraiment mort. Mais quand même. Non. Bon, à l'unanimité, ce sont donc les timbres de la Royal Mail. Oh, well done. Very good. Un grand merci à tous les 5. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15. Dans un tout petit instant sur RTL, c'est RTL Foot avec Marseille-Angers, programme de la soirée. Juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. Très belle soirée sur RTL.